Compliance chez Sapka, une entreprise belge centenaire en défense aéronautique et spatiale. Je ne suis pas spécialiste en IA. Aujourd'hui, je suis comme vous, spectateur, entouré d'un panel, vous allez le voir, à caractère très juridique, légal. Ce qui est très intéressant, ça m'intéresse à titre personnel dans le cadre des activités. Imaginez une entreprise industrielle qui a enfin fait le bond de la digitalisation et qui se retrouve face à la frénésie de l'IA et qui se dit, mais mince, légalement, je fais quoi avec tout ça? Et c'est un peu les réponses que nous allons tenter de clarifier aujourd'hui dans le cadre de ce panel. Je travaille aussi pour Approach Belgium, société en cybersécurité, et je peux vous dire que toutes les pratiques cyber sont aussi en frénésie et se préparent à cet avènement IA. Et donc voilà, je me positionne de ce côté-là comme vous, comme spectateur, et dans mon panel, je vais commencer ici par, Claude Etienne, excuse-moi, Armingo, chez Kennel Gates. Il travaille au barreau de Paris et avocat aussi au barreau de New York, ce n'est pas rien. Fondateur de groupes dédiés à l'intelligence artificielle dans les pratiques de KNL Gates, membre de l'IAPP, donc une personne assez référente en la matière. Et on va commencer finalement par une question qui m'a taraudé. On avait fait le Dataset Symposium avec PECB il y a peu sur l'éthique des deepfakes. Et finalement, la situation n'était pas claire. L'IA, c'est quoi? Ici, on a un sujet qui est gestion de la vie privée et de la responsabilité finalement au niveau de l'éthique et de l'IA, beaucoup de sujets et de termes buzzwords qui sont assez complexes malgré tout. Et donc voilà, dans cette question-là, finalement, où allons-nous? Alors, la réponse facile, ce serait dans le mur. Bonjour à tous, mais on va essayer d'éviter. Michael, comme tu l'as très bien dit, tu es entouré de juristes. Et il n'y a rien de pire qu'un juriste quand il y a un sujet qui est posé, parce qu'on aime bien définir les notions, savoir de quoi on parle, et éventuellement les remettre en question. Et quand on nous a soumis le panel était en anglais, la conférence est en français, mais l'intitulé du panel était en anglais, et c'était « Managing Privacy and Accountability in the AI Ethical Landscape ». Et dans la traduction française, qui a été peut-être réalisée par IA, je ne sais pas, on parle de responsabilité. Et le premier point que je veux souligner, c'est que accountability n'est pas nécessairement responsabilité. En anglais, la responsabilité, c'est liability. Je fais quelque chose, j'en assume les conséquences. Je prends cette tasse, je décide de la lâcher, je ne vais pas le faire parce qu'il y a encore du café, elle casse, je suis responsable. Accountability, c'est l'art de rendre compte. Et c'est différent. Ça inverse la charge de la preuve, si vous voulez. C'est-à-dire que si je casse la tasse, quelqu'un qui veut se plaindre du dommage causé par cette tasse cassée va devoir prouver que c'est moi qui ai bien cassé cette tasse et que ça a causé un dommage. L'accountability, on renverse. C'est la personne qui doit démontrer qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire afin d'être dans les règles. Et c'est très important pour l'IA parce que, et on verra ça tout à l'heure avec l'AI Act qui est encore en cours de discussion, mais sur les fondamentaux qui sont posés, il y a cette mise en responsabilité. Et le droit, de plus en plus, va vers cette mise en responsabilité, c'est-à-dire que quand bien même vous ne causez pas de dommages, si vous n'êtes pas à même de démontrer votre conformité, vous êtes responsable de plein droit. C'est ce qui se passe en matière de RGPD, et magnifique transition vers privacy. Privacy qui est plus large. Le RGPD, c'est le règlement général pour la protection des données. La protection des données est un sous-ensemble de la protection de la vie privée, mais n'est pas toute la protection de la vie privée. On peut avoir des éléments de privacy qui sont non liés à la protection des données. Notre cadre va donc être plus grand sur la privacy, va être différent sur l'accountability, et il nous reste une troisième notion à voir qui est l'éthique ou la déontologie. Et quand on est juriste et qu'on a été sur les bancs de la fac de droit et qu'on assiste à notre premier cours, on nous apprend la différence entre le droit, la justice, l'équité, et l'éthique n'a absolument rien à voir dedans. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses qui sont... L'éthique a une notion de subjectivité, c'est propre à soi, c'est propre éventuellement à un groupe d'intérêts, mais ça n'est pas une considération juridique. Les avocats ont leur code de déontologie, ça régit cette profession, ce sont des normes plutôt privées. Et du coup, si on prend ces trois notions et qu'on essaie de faire un Venn diagramme, on va se rendre compte qu'il y a différents champs qui sont à différents endroits. Si on prend quelque chose qui parle de accountability
la mise en responsabilité et du juridique, on peut tomber sur des notions de lutte anti-blanchiment, où on doit faire ses recherches sur les clients qu'on va prendre, parce que c'est requis par le droit. Si on prend la protection de la vie privée et la mise en responsabilité, clairement, là il y a le RGPD qui est aussi légal, mais qui n'est pas éthique. Donc ces notions peuvent se recouper, ne se recoupent pas nécessairement, et tout ça pour dire qu'au niveau de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, la vie privée vient quelque part guider la mise en responsabilité des acteurs. On s'est rendu compte sur les 6 derniers mois, les agences de protection des données dans l'Union européenne et même ailleurs ont été les premières à essayer de réglementer l'intelligence artificielle. L'Italie a interrompu pendant plusieurs mois l'accès à ChatGPT en Italie parce qu'il y avait des problèmes sur tout ce qui était data scrapping. On est sur un panel français, donc j'essaie de parler le plus français possible. Mais toute cette récupération indirecte de données, ce n'est pas de la réglementation de l'intelligence artificielle à proprement parler, c'est par le truchement de la protection des données, qui est ce sous-ensemble de la protection de la vie privée, qu'on a commencé à réglementer. Sur les points de vue éthiques, c'est compliqué. Encore une fois, l'éthique n'a pas sa place dans le droit. Le droit est une norme d'acceptabilité sociale, de consensus, qui vient en général de manière réactive réguler des comportements. C'est rarement proactif. En France, grosso modo, on va avoir l'avortement 74, la peine de mort en 80, le mariage pour tous il y a une dizaine d'années, où une loi est arrivée pour changer quelque chose pour lequel l'opinion publique n'était pas forcément à cette époque-là pour. Le droit, généralement, vient en réaction. On se rend compte qu'il y a des problèmes de harcèlement dans les écoles, on va faire une loi sur le harcèlement. On va venir encadrer les contours de ce comportement. Mais l'éthique n'a pas sa place. Donc l'éthique sera plus quelque chose de privé. Éventuellement, et ça, encore une fois, le RGPD peut nous guider dans la mise en œuvre. Le RGPD appelle de ses voeux la mise en place de codes de conduite. On travaille très activement sur la mise en place du code de conduite sur les acteurs du cloud, de l'informatique en nuage. Je vais vraiment faire un effort pour parler français. Et si des acteurs, peut-être les acteurs du cloud, peut-être les acteurs de l'IA, décident de se mettre ensemble pour arriver à un code de déontologie interne sur l'IA, ça peut être intéressant et derrière, ça peut venir nourrir la réflexion sur cette mise en responsabilité qui sera a priori le pilier du AI Act. Et toute une difficulté là-dessus, parce que la technologie est naissante et donc pas totalement définie. La technologie est naissante. Alors qu'est-ce que l'IA ? Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle d'IA comme on parlait de blockchain il y a 6 ans. Il y en a partout. Dans 6 mois, mon frigo aura de l'intelligence artificielle dedans et tout le monde sera content. Ça m'énerve un petit peu. Où est-ce qu'on place la part de l'IA ? Où est-ce qu'on place la barre de l'assistance par ordinateur et par algorithme qui n'est pas nécessairement l'IA? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui défraie vraiment la chronique et la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est parce que l'intelligence artificielle générative vient poser des questionnements. C'est ce côté génératif qui est le plus transformateur oui. Et aussi démocratisant de cette technologie. C'est-à-dire que ma mère est au courant de l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle ne l'était pas il y a 1 an. Oui. Donc plus il y a d'usagers, d'utilisateurs, et plus il y a de potentiels problèmes de responsabilité qui nécessitent d'être régulés. Donc qu'est-ce que l'IA ? On pourrait tenter une définition. Il y a un concept... C'est audacieux. C'est audacieux parce que le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, aucun des trois n'est d'accord. Donc on va avoir une vérité idéalement au printemps 2024, mais je ne veux pas non plus déflorer les sujets qui sont abordés derrière, qui ne sera une vérité juridique de consensus qui pourrait potentiellement être obsolète dans 1 an. Donc il y a un degré d'autonomie. Il y a de l'informatique, de l'autonomie et du perfectionnement sans intervention humaine. Je pense que c'est les 3 grosses notions qui font de l'IA.
Et derrière, il y a toutes ces données qui permettent à l'algorithme de s'améliorer, qui permettent de nourrir la réflexion autonome. Et c'est aujourd'hui ce qui pose le plus de problèmes. Oui, avec des difficultés que je vois en entreprise où on se retrouve finalement avec une IA dans sa définition actuelle où tout n'est pas garanti. La trustworthiness n'est pas là au niveau de l'IA elle-même. Comment puis-je prendre une responsabilité sur un algorithme où finalement je n'ai pas totalement la main sur ce qu'il va générer? Parce qu'il n'y a pas de transparence. Voilà. Et c'est toute la question aujourd'hui de explainability, Oui. de la possibilité d'expliquer le raisonnement derrière. C'est-à-dire la mise en responsabilité, l'accountability dont on parle, il incombera à un acteur de démontrer comment marche son IA et pourquoi le résultat qu'on obtient en mettant une pièce dans la machine et sans savoir où la pièce va, pourquoi ce résultat est tel qu'il est et est-ce que derrière il y a un préjudice qui est causé à un tiers, soit du fait de l'utilisation en amont, soit de l'utilisation en aval. Mais si on prend des sujets comme les discriminations, par exemple, voilà, on va poser une question à l'IA, elle va donner une réponse qui nous garantit qu'elle n'est pas discriminante. Cette réponse, ce sont des questions qui juridiquement vont aller très loin, certainement. Donc voilà, c'est vraiment pour fixer les grandes lignes du débat. On peut ouvrir le débat là-dessus très rapidement. Oui, la discussion peut être très longue. On peut gentiment poursuivre avec Valia. Valia Lévy, avocate au barreau de Paris également, certifiée en école d'ingénieur pour des technologies liées au cloud computing, au nuage. On va essayer d'y arriver tous ensemble aujourd'hui. Finalement, travaillant sur de nombreuses technologies, sur les automatisations, aussi des opérations légales, des solutions de conformité dans le milieu de la business, du business, de la finance. Elle est aujourd'hui DPO chez Veolia. Veolia ayant repris Suez, c'est quelque chose qui est aussi notable. Et travaille sur de nombreux projets liés à l'intelligence artificielle, des revues de contrats et ainsi de suite. Donc la charnière finalement entre le monde pur légal et l'entreprise se trouve à ma gauche aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, et donc finalement, dans ce paysage pour l'IA, on propose que Valia vous fasse une espèce de panel descriptif de l'ensemble des réglementations qui sont concernées par tout cela, plus global et plus précise. Alors, avant d'oublier sur l'observation très intelligente en fait, de Claude Etienne, donc pourquoi est-ce qu'on a cette différence entre accountability, donc on n'a pas vraiment un mot, un terme en français qui peut reprendre ce terme anglais, et liability, donc responsabilité. Par contre, ce qu'on peut voir, surtout dans l'IA Act, qui est en cours de négociation depuis 2021, mais bon, on va voir ça un peu plus tard. Mais ce que j'ai observé, c'est que dans l'IA Act, en fait, on a la réglementation, donc toutes les règles donc ex ante, donc qui vont venir en amont de la mise en place d'un système d'IA, donc fondé sur l'IA, et la réglementation ex post, c'est-à-dire qui va venir en aval. Donc, on fait un effort avec l'IA de réglementer des choses. Donc, l'accountability, donc les stratégies et les obligations d'audit. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre auditable un système basé sur l'IA, et aussi gérer, régler tous les risques d'un produit défectueux avec les différentes directives qui vont venir après, parce qu'on attend d'abord la mise en place de l'IA Act. Il faut qu'on se mette d'accord déjà sur quoi, enfin on va voir ça un peu plus tard aussi, et une fois qu'on se met d'accord sur l'IA Act, ensuite on aura le paquet liability, donc responsabilité, pour régler, donc garantir les victimes, pardon, et proposer donc de différentes façons d'indemnisation en cas de dommage, et j'en passe. Donc, mais pour commencer, donc l'IA, on a vu hier donc, les différents types de l'IA. Donc on a l'aspect. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ok. Donc on a l'aspect technologique. On l'a vu hier. Donc les différents types de l'IA, on a compris plus ou moins. Je vais dire plutôt bien, de quoi on parle. On a les différents types de l'IA, d'un point de vue technique, on a une compréhension commune, ça va. D'un point de vue juridique, est-ce qu'on a
est-ce qu'on est capable, donc, aujourd'hui, de comprendre comment est-ce qu'on peut traduire les différentes règles juridiques qui vont garantir tant bien et promouvoir aussi la technologie, comment garantir les investissements dans l'innovation, comment garantir les victimes, la société tout entière, donc, la démocratie, oui. Alors, qu'est-ce qui reste? L'aspect politique. Donc, voilà, c'est une question ouverte. Est-ce que vous pensez que l'aspect politique est bien maîtrisé au niveau de la réglementation de l'IA? Question ouverte. Donc, on a différentes approches aussi au niveau national, régional, international. On peut voir ça par la suite également. Tu parlais ici essentiellement d'un périmètre, on va dire, français, sur le périmètre parisien, dirons-nous. Derrière, si on veut comparer aux réglementations qui se trouvent plutôt côté US, Angleterre, on se retrouve sur des choses qui sont comparables, qui ont le même niveau de maturité. On parle au niveau politique d'être prêt ou de ne pas l'être. Quelles sont les différences et les proximités finalement? Alors, on a une différence notable, c'est notre système judiciaire et juridique. Donc, pas fait de la même façon. On a d'un côté les systèmes européens qui est hiérarchisé, mais d'une façon très différente au niveau de la réglementation, de la législation, dans la production des lois. Et de l'autre côté, nous avons les systèmes américains qui se basent sur un système pyramidal également. Donc, nous avons l'État fédéral. Ensuite, nous avons l'application de la législation fédérale par les États fédérés. Et ensuite, nous avons aussi les autorités. Voilà, déjà un système politico-juridique et législatif aussi qui est très différent, rien à voir. L'autre observation que je peux faire, c'est que en fait, je vais commencer par le GDPR, donc RGPD en français. En Europe, nous sommes fiers. Nous sommes fiers pourquoi? Parce que nous avons une stratégie européenne donc à l'ère du numérique qui a commencé en 2019-2024. Donc, dans cette période-là, on a eu la production de lois qui est très très intense. On parle de plusieurs dizaines de réglementations et lois. Je peux commencer à les lister et vider la salle dans 30 secondes. Et on va continuer dans la stratégie européenne sur la période 2020-2030, n'est-ce pas? Donc, vous me corrigez si je me trompe sur une date. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a commencé avec le RGPD. On a vu qu'on a mis la pression au niveau commercial, en mettant des exigences d'un point de vue réglementaire. Au début, c'était un départ un peu difficile. Et là, aujourd'hui, on a compris que ils ont commencé à nous suivre, parce que de toute façon, on a un marché international, on a un marché mondial qui est lié par les différentes technologies, les différents systèmes fondés sur l'IA. Donc, on a gagné, en quelque sorte, en Europe. On a cette fierté. On va continuer avec l'IA. On a l'ambition de faire exactement la même chose, mais en essayant d'équilibrer des choses. D'un côté, l'innovation, de l'autre côté, les risques, donc l'impact de l'IA sur la société, donc sur nos valeurs démocratiques. Alors, cela étant dit, je ne vous dis pas que, on n'a pas de valeur, on ne retrouve pas les mêmes valeurs démocratiques à l'US. Donc aux États-Unis, on a aussi un système démocratique qui est assez puissant, assez fort. Mais ils ont une autre approche, une approche qui se base plutôt, l'équilibre, comment dire, c'est plutôt sur la promotion de l'innovation, l'adaptation de l'IA dans des règles qui existent déjà, plutôt que d'être un peu plus courageux, si je puis dire, que nous, et donc de créer de nouvelles lois.
créer une nouvelle Et c'est vrai que déjà, on l'a vu avec GDPR, finalement, avec toute cette transition entre le Privacy Shield et puis Schrems 2 qui est sorti derrière, les difficultés de s'intégrer. Aujourd'hui, pour l'IA, on sent bien qu'on va encore partir sur ce genre de discussion, de manque de compatibilité entre les législations. Je reviens sur l'aspect politique dans tout ça. Et c'est vrai qu'au niveau politique, l'Europe, c'est mardi, hein, c'est cette semaine, ils ont adopté une recommandation sur les 10 technologies critiques au niveau européen. Ils avaient leur top 10, ils en ont fait un top 4. Dans le top 4 se trouve l'intelligence artificielle. Donc ça indique bien que le focus européen se trouve très fort dessus, au niveau réglementaire aussi. Donc Valia, si je puis me permettre, parce que tu as parlé du politique qui est effectivement très important, mais il y a aussi le culturel quand on parle des États-Unis. Oui, définitivement. Et si on regarde un petit peu avant la période que tu indiquais, en 2016, que l'IA, ce que je disais tout à l'heure, on peut essayer de trouver une définition, mais il y a de l'IA depuis longtemps. Il y a 2016, c'était il y a une pandémie et demie, c'était il y a 7 ans. On parlait tous de voiture autonome. Qu'est-ce que la voiture autonome? C'est une voiture qui se conduit toute seule grâce à des technologies d'intelligence artificielle pour apprendre. Et en 2016, on a eu dans la même semaine une annonce de la Commission européenne et une annonce du département des transports aux États-Unis qui parlait en parallèle des chemins de réglementation de ces technologies. Et quel a été le nez au milieu de cette figure? C'est que la communication européenne parlait de déontologie, parlait d'éthique et de l'acceptabilité d'un accident causé par une voiture autonome, alors que les Américains étaient beaucoup plus pragmatiques en disant on va tester, on va faire du bac à sable, et puis si jamais il y a des accidents, comme malheureusement ça s'est produit en Arizona avec Uber, éventuellement on avisera. Donc je pense que le côté culturel en fait conduit à cette dimension politique dont tu parlais. Tout à fait. Et qui est insoluble, parce qu'on ne va pas changer la culture américaine. ni la culture européenne, probablement. Comme tu le disais très bien, on est fiers. Oui, tout à fait. Oui. On peut, et puis on continuera avec des échanges de discussion très dynamiques, certainement. Pour terminer le panel que nous avons ici, je vous présente, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Sarah Kerbois, qui travaille chez TNP Consultants en tant que manager data protection. Elle est également avocate à Paris au niveau de sa formation. Elle est aujourd'hui manager dans le département data protection. Donc on se rejoint ici sur la notion vraiment de je protège les données, et donc forcément les données à caractère personnel et forcément les données liées à l'intelligence artificielle. Et donc dans ce cabinet qui fait des transformations opérationnelles en fait au niveau des entreprises et qui accompagne finalement les transformations digitales et réglementaires, elle est entourée d'experts pluridisciplinaires, nombreux sont-ils pour tout cela. Et donc de son côté, elle travaille au niveau secteur public et privé dans les différentes étapes des projets pour accompagner ça. D'où vient la question très pratique finalement, comment répondre aux obligations actuelles et anticiper celles à venir en matière de privacy liées à l'IA. Exactement, bonjour à tous. Effectivement, là on vient de bien comprendre, poser les termes du débat. Valia nous a expliqué un petit peu les enjeux culturels, politiques qui pouvaient se trouver derrière ces questions. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est essayer de s'interroger sur comment est-ce qu'on peut finalement construire une intelligence artificielle de confiance. Alors, vaste question, hein, bien entendu, mais pour tenter de répondre à cette question, alors je vous propose de procéder en 3 étapes. D'abord, le prisme de la protection des données, et non pas privacy, parce que moi, je vais vraiment me concentrer sur le prisme de la protection des données. Ensuite, faire un petit focus sur les obligations qui sont apportées par l'IA Act, puisqu'on le verra, il y a beaucoup d'obligations documentaires et qui renforcent ce principe d'accountability. Accountability au sens responsabilité documentaire afin de prouver la conformité et non pas au sens de la liability et donc de la responsabilité. Et puis enfin, j'essaierai de vous donner un petit peu quelques pistes de travail pour se préparer concrètement à l'IA Act et mettre en conformité ces systèmes d'IA. Alors, si on se concentre sur l'aspect protection des données, alors il faut rappeler que le RGPD a un champ d'application qui est extrêmement large. C'est un texte en fait qui est neutre sur le plan technologique et qui va s'appliquer à absolument tous les systèmes, tous les traitements de données à caractère personnel et peu importe la technologie utilisée. Donc lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on doit vérifier la présence ou pas de données à caractère personnel mises en place via cette technologie.
Alors, il peut y avoir des IA qui ne traitent pas de données personnelles, hein, ça peut arriver. Prenons le cas, par exemple, d'une IA qui permet de faire des prévisions météorologiques ou de prévenir les risques incendies, ça c'est tout à fait possible. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que comme l'IA est un système qui est extrêmement complexe, qui fonctionne par couche, par phase, même si à première vue, on aurait l'impression, à première analyse, qu'il n'y a pas de données personnelles, il faudrait toujours vérifier au niveau des différentes phases. Parce que en fait, les données personnelles, elles peuvent être traitées par l'IA de différentes manières. Elles peuvent, par exemple, être traitées dans le cadre de la phase d'entraînement du système d'IA. Elles peuvent ensuite être traitées à partir de sources diverses dans le cadre d'une recherche qui va être effectuée sur Internet, par exemple. Et je rappelle que même si des données personnelles sont publiques, ça n'exempte pas de respecter le RGPD. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et puis les données, elles peuvent aussi être fournies par l'utilisateur lui-même. Donc lorsque, par exemple, je fournis ma photo ou des informations me concernant à une IA générative. Donc, à partir du moment où on a des données personnelles, le RGPD va s'appliquer. Et il y a un certain nombre de principes qui font particulièrement écho lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Donc, je me propose de m'arrêter dessus quelques instants. Le premier auquel je pense, c'est le principe de loyauté. Le principe de loyauté, c'est un principe qui va s'imposer aux responsables de traitement et qui est fortement lié à la notion de confiance. Et dans le contexte de l'IA, on peut avoir beaucoup de traitements qui seront, traitements de données à caractère personnel, qui seront déloyaux. Donc tout à l'heure, tu parlais de la discrimination. Ça peut aussi être le cas si, par exemple, une IA collecterait massivement des données personnelles sur Internet pour créer un système de reconnaissance faciale à l'insu des personnes. Là, on serait également dans le cas d'un traitement totalement déloyal. Tu parles de Facebook, là ? Par exemple. J'ai fait ça avant que l'IA soit un peu partout. Mais... Par exemple. On a aussi deux autres principes qui sont la minimisation et l'exactitude. Parce que les données personnelles qui peuvent être utilisées par l'IA sont en généralement très massives. Et puis par ailleurs, les IA peuvent halluciner ou inventer des choses, ce qui va poser une difficulté en termes d'accuracy, d'exactitude des données personnelles. Et un autre point qui est absolument fondamental, c'est celui de la transparence, bien évidemment. La transparence qui impose aux responsables de traitement d'informer les personnes concernées sur les données personnelles qu'on va collecter auprès d'elles, dans quels objectifs on va les utiliser, et tout un tas d'informations qu'on doit fournir aux personnes physiques. Ce principe, il est très important parce que ça permet à la personne d'entrer aussi dans une relation de confiance avec le responsable de traitement. Et il va donc falloir s'interroger sur toutes les données personnelles qui vont être collectées à toutes les phases en fait, de l'intelligence artificielle tout au long du cycle de vie de ce système d'IA. Et par ailleurs, cette notion de confiance, de transparence, on va la retrouver dans l'IA Act. Mais sous une conception un peu différente et un petit peu plus large. Puisque justement, donc, l'IA Act, qui est encore en cours de discussion, qui devrait entrer en vigueur en 2024, entrer en application peut-être en 2025 au mieux, prévoit des obligations de transparence pour les fournisseurs d'intelligence artificielle, c'est-à-dire les personnes qui vont développer les systèmes. Et ces obligations de transparence, elles vont leur imposer de fournir une information aux utilisateurs afin que ceux-ci puissent utiliser l'intelligence artificielle de façon appropriée, tout d'abord. Et également, les personnes physiques qui interagissent avec une IA devront être en mesure de comprendre qu'elles interagissent avec l'IA. Donc de la même manière qu'avec le RGPD, on doit éviter les dark patterns, donc les designs trompeurs en fait, qui vont influencer le comportement
de l'utilisateur, par exemple, lorsqu'il va sur un site et que la possibilité de refuser les cookies est cachée. Là, avec l'IA, il faudra vraiment que la personne soit en mesure de comprendre en fait, comment l'IA fonctionne et pourquoi est-ce qu'on arrive à un résultat donné, pour éviter l'effet black box. Donc c'est une obligation qui est plus large que celle prévue par le RGPD, parce qu'en fait, cette obligation de transparence, elle va s'imposer aux fournisseurs d'IA, peu important la présence de données à caractère personnel, finalement. Parce que ce texte, c'est un texte qui se propose de réguler de façon 360 les systèmes d'IA, et dépasse strictement le prisme en fait, de la protection des données, ce qui est tout à fait logique finalement, parce que l'IA soulève d'innombrables questions qui vont bien au-delà de la privacy. Ça pose des questions en matière de protection de droits d'auteur, de discrimination, on l'a vu. Donc c'est un texte qui va vraiment s'appliquer à tous les systèmes d'IA, peu important cette présence de données personnelles ou pas. Juste pour aller dans un point de détail, tu parles des fournisseurs d'IA. En fait, aujourd'hui dans sa rédaction, l'AI Act aurait vocation à s'appliquer non seulement aux personnes qui développent, donc les éditeurs des intelligences artificielles, mais également à ceux qui viendraient la déployer en Europe. Donc si, quand bien même vous utilisez une IA off the shelf d'un éditeur tiers, mais qui est à l'étranger, si vous êtes l'utilisateur principal de cette IA en Europe, vous serez astreint à ces obligations de transparence de l'AI Act. Oui, les intégrateurs et les autres, puis ça s'intègre aussi certainement avec toutes les législations sur le General Product Safety Regulation. Si l'IA peut avoir une influence sur votre sécurité physique, une alarme en système IA qui sera installée off the shelf. Comment on dit off the shelf en français? Sur l'étagère. Sur l'étagère, bref, vous la prenez toute packagée, clé en main. Clé en main. Vous l'installez chez vous, finalement c'est le producteur qui est responsable, mais si vous avez une personne qui va la distribuer avec un packaging, un manuel qui sera différent, rebrandé à sa manière, il va avoir sa responsabilité sur cette partie-là. Et finalement, si un intégrateur va la configurer d'une certaine manière, il va avoir sa responsabilité aussi dessus. Et le jour où il y a une panne, il y a la remontée au niveau Product Safety Regulation, et vous devez, comme quand un airbag ne fonctionne pas dans une voiture, pouvoir prévenir toute la chaîne en toute transparence que ça ne fonctionne pas bien et notifier tout le monde. Et donc, tout ça va s'intégrer. Je vois déjà le labyrinthe juridique qui se cache derrière. Non, parce qu'en parallèle du AI Act, on a une AI Liability Directive, une directive sur la responsabilité des systèmes d'IA qui viendrait créer une présomption de responsabilité pour faciliter aux utilisateurs finaux la mise en jeu de la responsabilité de l'éditeur. Ce texte est sorti en catimini en septembre 2022 dans une première version. Il va être discuté très probablement après que les concepts fondamentaux ont été ancrés dans le AI Act. Donc à voir comment ça évolue. Mais et si on regarde, encore une fois, je fais le parallèle avec la voiture autonome, parce que je pense que c'était vraiment le brouillon pour une réglementation de l'intelligence artificielle. En France, on a eu 2 cas on pourrait dire que c'est de la proto-intelligence artificielle sur des accidents qui ont été causés par des régulateurs de vitesse. Et il y en a eu un au civil, un au pénal. Au pénal, il y a eu un non-lieu parce que la victime du régulateur de vitesse qui ne s'est pas enclenché ou qui ne s'est pas désenclenché n'a pas réussi à mettre en jeu la responsabilité pénale du constructeur automobile parce que c'était trop complexe et parce qu'elle n'avait pas les ressources. Et au civil, il y a eu une expertise et l'expertise a coûté tellement cher que la personne a renoncé à continuer son action. Donc on voit encore une fois l'histoire des black box. Donc si on ne crée pas une présomption de responsabilité pour ces éditeurs, vous et moi, on sera, vous en tant que justiciable, moi en tant qu'avocat, on n'aura jamais la possibilité d'accéder aux informations qui permettront cette mise en responsabilité. Et ici, en se positionnant du niveau du citoyen, de l'utilisateur final, mais si on revient un peu sur les entreprises, parce que nous accompagnons tous des entreprises finalement dans ce contexte-là, je pense au niveau réglementaire, il y a une approche qui est aussi basée sur le risque prévu par la réglementation. Tout à fait, tout à fait. Alors, on a déjà pour reprendre en fait le débat sur la comparaison entre le RGPD, donc la naissance de ce texte avec les sanctions assorties, et les sanctions donc, qui sont prévues par l'IA Act. Donc là, encore une fois, on est encore plus ambitieux, on va un peu plus loin, c'est 40 millions d'euros et 7% dans le chiffre d'affaires mondial. Donc une approche
approche un peu plus ambitieuse. Et ensuite, nous avons différents niveaux de risques. Nous avons tout d'abord le risque qui est inacceptable. L'IA interdite, par exemple, la manipulation cognitivo-comportementale de personnes vulnérables, les jeux activés par la voix, les systèmes d'identification biométrique en temps réel et à distance, le scoring social, par exemple. On retrouve vraiment la même terminologie que GDPR ici, finalement, sur les personnes les plus vulnérables. Oui, exactement. Là où l'Europe, elle dit non, les États-Unis disent... Voilà, mais je pense. Le terme est wedgie, hein, c'est risque et opportunité, c'est le même mot finalement, et forcément il faut gérer les deux. Oui. Donc, que va-t-il advenir finalement des entreprises parisiennes, dirons-nous, qui vont créer quelque chose sur base d'une technologie qui sera par exemple américaine? Sous quelle législation vont-elles se retrouver? Comment vont-elles gérer cette différence entre risque et opportunité et les perceptions différentes? Je crois que le débat est vraiment à ce niveau-là encore. Là encore, on a la différence. Par exemple, au niveau de chatbot, nous avons une approche plus éthique, bien que ce terme il est un peu controversé. Donc, en Europe, alors qu'aux États-Unis, on ne réglemente pas, on n'a même pas prévu de réglementer dans le futur proche les chatbots, tout comme les notifications biométriques en temps réel et à distance. Ensuite, nous avons, donc, dans cette approche par les risques pyramidales, donc tout d'abord, risque inacceptable, donc IA interdite. Ensuite, nous avons risque élevé, donc là, nous avons l'IA autorisée, avec un processus de gestion de l'accountability, donc encore une fois, un système de processus de mise en conformité avec des exigences donc, liées au niveau du développement des systèmes d'IA, donc une évaluation ex ante de la conformité. Et le niveau, si ensuite cette logique descendante, donc le niveau du risque minimal, nous avons l'IA générative comme ChatGPT avec comme Sarah a dit très bien, donc les obligations de transparence et d'information, donc indiquer que le contenu a été généré par l'IA au consommateur, concevoir le modèle pour empêcher de générer donc, du contenu illégal et publier donc, des données protégées par le droit d'auteur utilisées pour la formation. Et le risque minimal, donc, nous avons deux niveaux, donc deux catégories d'IA. Donc l'IA générale et l'IA donc des systèmes un peu plus spécifiques qui est autorisée mais assortie aussi avec des exigences de transparence minimale pour s'assurer que les utilisateurs prennent des décisions éclairées et consenties. Encore une fois, notion du RGPD. Oui. Donc une responsabilité qui dépend vraiment du niveau de sensibilité comme habituellement finalement. Oui, tout à fait. Encore une fois, que ce soit pour le RGPD ou l'AI Act dans sa rédaction actuelle, ce dont on se rend compte, on disait que l'éthique n'avait que peu de choses à voir avec le juridique, mais c'est quand même des principes, grosso modo, si on devait résumer, soyez sympas. C'est des bonnes pratiques qui ne sont pas non plus exorbitantes. Dites ce que vous faites, dites comment vous le faites, dites avec qui vous le faites. Les Américains, depuis l'entrée en vigueur du RGPD, émettent des cris d'orfraie sur le fait que c'est trop contraignant, c'est trop en ressources humaines, en ressources financières, alors qu'au final, si on réfléchit à tous ces concepts de privacy by design, si on l'intègre dès le début et qu'on intègre cette réflexion dans la conception des produits, c'est pas très coûteux. On a vu aussi des développements incroyables, si on pense à ces banners anti-cookies, où finalement, pour contourner le règlement tout en restant finalement non opposables par rapport à la loi, ces personnes ont développé des modules de gestion de cookies incroyables pour finalement vous cliquer et que vous les acceptiez. Donc c'est pas un problème de coût, je pense, c'est vraiment un problème de philosophie, d'état d'esprit. Et peut-être quelques mots justement sur les nouvelles obligations prévues par l'IA Act et sur comment se préparer finalement. Donc justement, Valia le disait très bien, ce règlement prévoit une approche par les risques. Donc quand le risque est inacceptable, là c'est facile, hein, l'IA est tout simplement interdite.
Finalement, c'est pour les systèmes considérés comme à risque élevé que la tâche sera la plus ardue, puisque c'est là en fait qu'on va devoir mettre en place tout un système documentaire, un système de gestion des risques. En fait, ça veut dire évaluer en amont quels seront les risques potentiels de l'intelligence artificielle, mais aussi d'assurer un suivi post-commercialisation pour identifier les nouveaux problèmes potentiels. Il faudra aussi garantir, bien entendu, une haute qualité des données, un niveau de sécurité, de robustesse, de précision important, mettre en place les fameuses mesures de surveillance humaine. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais c'est vrai que c'est quand même un arsenal de nouvelles obligations documentaires qui sont assez importantes. Et ce qu'il va falloir faire, finalement, c'est d'à la fois intégrer les principes de la protection des données pour mettre en conformité les systèmes d'IA, tout en se préparant aux obligations de l'IA Act qui vont s'appliquer à tous les systèmes d'IA, peu important la présence ou pas de données personnelles. Et pour se préparer, il y a quelques pistes de travail qu'on peut suivre, que nous, on essaie déjà de suivre chez nos clients au sein de TNP. En fait, la première chose à faire, ça va être de cartographier ces systèmes d'intelligence artificielle, et puis ensuite de classer en fait les systèmes d'IA qui traitent des données à caractère personnel ou pas, pour ensuite orienter la démarche et voir à quelles obligations et quelles réglementations on va être soumis. Et puis ce sera aussi très important de s'interroger sur sa qualification. Est-ce que je suis fournisseur? Est-ce que je suis utilisateur? Est-ce que je suis responsable de traitement de données à caractère personnel? Puisque dans certains cas, ces qualifications, elles vont se cumuler et on va pouvoir se retrouver dans des cas où on sera finalement soumis à l'IA Act, mais sans être soumis au RGPD ou inversement, ou parfois même les deux. Donc, pour donner par exemple une illustration, imaginons que je mette sur le marché un système d'IA de gestion des transports publics. En fait, les transports publics sont considérés à l'heure actuelle comme des infrastructures critiques, ce qui voudrait donc dire que ce seraient des systèmes d'IA à risque élevé. Et donc, ça voudrait dire que toutes les obligations qu'on a évoquées succinctement, système de gestion des risques, transparence, robustesse des données, toutes ces obligations documentaires devront être mises en place, mais pour autant, on peut imaginer qu'il n'y ait pas de données personnelles dans cette IA, ce qui voudrait dire que le développeur serait exempt des obligations du RGPD. Et dans cette cartographie, certainement une difficulté avec les fournisseurs. Si vous avez un fournisseur, vous ne savez pas finalement qu'il utilise de l'IA. Si lui n'a pas fait sa cartographie, n'a pas été transparent, comment faire sa propre cartographie sur base des services des fournisseurs? Quelle responsabilité on peut prendre au-dessus de ça? Ce sont des questions qui vont être difficiles. Il va falloir, en fait, comme on fait déjà avec le RGPD, quand on est responsable de traitement, avant de recourir à un sous-traitant, on l'évalue. On fait des questionnaires d'évaluation tiers, on conclut des clauses de protection des données, on s'assure que les mesures de sécurité sont mises en place. Là, avec l'IA Act, ça va être un petit peu le même raisonnement. Finalement, il va falloir aussi évaluer les tiers avec qui on contracte. Il va falloir intégrer une démarche by design, encore une fois. Donc pour le fournisseur de l'IA, la personne qui crée le système d'IA, cette évaluation by design, elle va devoir se faire au moment de la conception, donc se poser toutes les bonnes questions, identifier les risques potentiels, les mesures correctives. Et pour l'entreprise, parce que l'utilisateur c'est assez large, ça peut être une entreprise qui achète un système d'IA pour le déployer en son sein et permettre à ses salariés de l'utiliser. Cette évaluation, elle se fera avant d'acheter le système finalement. Donc il faudra mettre en place des outils pour pouvoir évaluer et assurer une conformité à ces obligations. Est-ce que ça veut dire qu'après les DPIA, on va devoir faire des IAIA? Il y aura probablement des DPIA élargis. Des DPIA élargis parce que, encore une fois, l'évaluation, elle va devoir se faire dans certains cas sur des systèmes d'IA où il n'y a pas forcément de données personnelles. Donc, ce sera un non-sens d'appeler ça DPIA. En revanche, dans les DPIA, on peut déjà intégrer des points de contrôle spécifiques à l'intelligence artificielle.
Donc intégrer justement, vérifier qu'il n'y a pas de risque de discrimination, s'interroger sur la qualité des données, parce que c'est lié au principe de loyauté. Donc, on est vraiment dans toute cette intégration de la data protection au sens large, Exactement. et puis à certains endroits de manière plus spécifique. Ce qui nous mène déjà à la session de questions-réponses, je pense. Alors peut-être juste un dernier point. Vas-y. Un dernier point qui me semble important, même primordial pour se préparer à l'IA Act, c'est qu'il va falloir absolument s'interroger sur sa gouvernance au sein des entreprises et des organisations publiques. Parce que le RGPD nous avait guidé un petit peu à l'époque quand même en désignant le Data Privacy Officer, mais avec l'IA Act, il n'y a absolument aucune fonction de ce type. Et alors, il est certain que compte tenu de la forte adhérence entre les problématiques d'IA et de data privacy, le DPO aura un rôle très important à jouer, mais il va falloir faire intervenir d'autres professionnels, les data scientists, son périmètre. Exactement, les data scientists, les ingénieurs, les data architectes, puisque ce sont eux aussi qui vont permettre d'intervenir pour comprendre le fonctionnement de l'IA et mettre en place toutes les mesures de surveillance humaine, de robustesse que l'on a évoquées. Et puis les DPO sont déjà en PLS avec leur périmètre Exactement. actuel. Il y a beaucoup en burn-out. Oui. Et s'il faut parler de compétences et de formation, on a parlé de la 40-2001, dont on va parler tout à l'heure, je pense, ici avec PECB. Il y a une présentation sur le futur de l'IA, la 40-2001, une présentation certainement à suivre. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet là-bas? Je n'en doutais pas. Bonjour, merci à toutes et à tous pour votre conférence. En fait, moi j'ai une question un peu provocante, puisque finalement c'est là où il y a les aspects les plus intéressants. Quand on observe le retour d'expérience de la Chine sur l'intelligence artificielle, depuis à peu près 6 mois, 1 an, ils ont un phénomène nouveau, ils ont beaucoup de vols d'identité numérique. Et donc ça, ils ne l'avaient pas prévu, parce qu'il y a des gens qui veulent fuir à la surveillance massifiée aussi chinoise dans leur propre pays. Et donc, en fait, moi je me dis, est-ce qu'on a prévu quelque chose dans ce sens, des organes, un groupe de travail qui va essayer de lutter contre la cybercriminalité de vol d'identité biométrique, par exemple? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, la France annonce qu'elle va faire une forme de dérogation pendant les JO sur l'usage potentiel de l'intelligence artificielle. Donc l'IA Act, avant qu'il soit rentré en application et qu'il soit ratifié, entre guillemets, il est déjà un peu tombé, puisqu'on ne va déjà pas respecter, entre guillemets, les règles sous couvert de la sécurité nationale et de la sécurité de l'événement. Et la troisième question, elle est aussi très provocante, c'est fait exprès. Moi, je suis assez proche de l'environnement de la gendarmerie, puisque j'ai une patte très militaire et défense. Et le groupe dans lequel je travaille, on a créé une valise pour attaquer les trains, attaquer les voitures connectées, les drones, etc. Et il y a 1 an, j'ai dit à mon entreprise, s'il y a la guerre, c'est le jackpot. Et c'est le cas, malheureusement. L'idée, c'était pas d'avoir raison là-dessus. Et en fait, ma question est la suivante. In fine, en France, on est le premier pays d'Europe à avoir modifié notre code de la route, il y a un peu plus d'1 an, pour intégrer les véhicules autonomes. D'ailleurs, les premiers bus dans Paris, il y en a quelques-uns avec des chauffeurs, on ne communique pas trop dessus, pour tester en fait cette IA sur des bus de la RATP. Ceci dit, en France, nous n'avons que 3 personnes dans la cellule des transports intelligents. Est-ce que l'Europe a prévu une organisation similaire pour éviter des catastrophes sur des environnements qui sont des SCADA critiques, d'infrastructures critiques? Tu veux scolaire laquelle? 3 questions en une, au moins. Peut-être sur la première, une tentative de réponse. Sur la première, sur les vols d'identité. Alors, j'ai pas connaissance de mesures ou d'organes spécifiques pour lutter contre ça en Europe ou en France, mais peut-être que mes copanélistes me contrediront. Par contre, dans l'IA Act, même si j'en conviens, c'est encore très théorique, toutes les mesures de robustesse et de sécurité qui sont prévues pour les systèmes à risque élevé, elles existent en fait dans le but justement de prévenir les atteintes non autorisées au système d'intelligence artificielle. La question maintenant, c'est comment concrètement le mettre en place. Est-ce qu'on va avoir les ressources humaines nécessaires pour le faire, le financement pour le mettre en place? Mais ces mesures, elles sont prévues par le texte dans cet objectif-là. Et il y a la question sociétale, et puis il y a la question entreprise. Et au niveau entreprise, moi je retomberai sur les commentaires de Vallière par rapport à l'approche liée avec le risque.
si on a une entreprise qui estime que son traitement est à risque, va-t-elle mettre de l'IA? C'est un risque à prendre ou à ne pas prendre en termes de responsabilité. Par rebond, on pourrait dire, si elle ne le fait pas, peut-être elle peut aussi disparaître, puisque ses concurrents vont le faire. Bien sûr, et c'est là que la législation a son importance. Alors dans les discussions que j'ai vues passer sur le sujet, outre finalement le fait que l'IA est considérée comme aujourd'hui dans les 4 priorités de l'Union européenne, justement parce que la course, là, il est temps de rattraper le retard. Il y a la DEFI, Defense and Space Industry, qui travaille beaucoup sur le sujet, mais au départ ce n'est pas son cheval de bataille, c'est plutôt la direction croissance, la grosse qui a ça dans ses mains. Ils ont des groupes de travail évidemment qui travaillent là-dessus avec de nombreux experts. Le sujet est bouillonnant, mais n'est pas encore abouti certainement. Et juste pour recadrer le débat, le droit a horreur du vide. C'est-à-dire que quand on n'a pas de droit applicable, on se raccroche aux branches. Au départ de la télématique, il n'y avait pas de la loi Godefrein sur les infractions au système de traitement automatisé de données n'existait pas. C'est arrivé en 85. Qu'est-ce qu'on a fait? On a poursuivi des hackers sur la base de la grivellerie d'électricité. C'est-à-dire le détournement de la valeur monétaire de l'électron. Donc le droit est plastique, le droit s'adapte. Ensuite, quand bien même le droit vient combler un vide en précisant des aspects technologiques, c'est pas ça qui va empêcher le dommage de se commettre. Donc, pour revenir à la question sur, déjà sur le véhicule autonome, il y a énormément, c'est une lasagne réglementaire. On a les conventions internationales qui ont dû être amendées pour permettre d'avoir des véhicules sans chauffeur. Ce que les États-Unis, qui n'étaient pas adhérents à cette convention, n'avaient pas comme limite, et c'est pour ça qu'ils ont pris autant d'avance. Mais derrière, quand bien même la réglementation s'adapte, il y a toujours une personne qui est responsable. La modification du code de la route dont vous parliez, elle a fait en sorte que est responsable le pilote, l'entreprise qui met le test sur la route, et le responsable, l'humain qui est soit dans le véhicule, soit à distance, et qui est capable de reprendre les commandes du véhicule. Donc, il y a des protections, encore une fois, pour des questions de prévisibilité. Sinon, on ne va pas investir dans un domaine si on ne sait pas qu'il y a des risques. Et vous parliez des quelques bus. Moi, je travaille à quelques encablures de l'Arc de Triomphe. Il y a une trentaine de véhicules par jour qui passent, qui passaient en test. Donc il y a une certaine maturité, mais on va avoir encore une fois un problème d'acceptabilité. Je pense qu'on peut faire un sondage ici. Qui est prêt à accepter 1000 morts sur la route causées par une grand-mère qui n'a pas conduit depuis 10 ans et qui a du mal à toucher les pédales, versus une personne qui aurait été tuée par une intelligence artificielle de conduite qui a déconné? Il y a un gros problème là-dessus. Ouais. Oui, et s'il y a des véhicules autonomes, voulez-vous être dedans ou à l'extérieur du bus pour être en sécurité? Ça fait partie des questions parfois un peu plus difficiles. Pour ce qui est des dérogations, que ce soit pour des Jeux Olympiques, finalement, il y a une notion de sûreté qui peut être nationale ou autre. Ces dérogations, finalement, je crois qu'elles ne font pas totalement partie du débat, dans le sens où, prenons GDPR, on peut ne pas respecter la vie privée s'il n'y a plus la vie, ou s'il y a un risque finalement qui est plus grand, il y a une prévalence dans les différents droits qui restent toujours d'applicabilité. Et puis les droits, on parle de lasagne, mais il y a le droit international, il y a le droit local. Mais quand on parle de JO au sein d'un pays, on est finalement, je ne suis pas juriste pour ça, mais dans une connotation nationale avant tout, même s'il y a des gens qui viennent de l'international. Et finalement, quand un gouvernement décide de faire une dérogation pour un bien meilleur, c'est quelque chose qui va arriver et qui se reproduira encore, sans que ça ne mette en défaut, je pense, d'un point de vue citoyen, la légitimité ou le fait que tout le monde doive quand même appliquer les AI Act ou autres pour les activités plus communes, qui ne sont pas de l'ordre du national. C'est juste que j'ai mis une certaine réserve sur la capacité à prévoir les malveillances. Ah oui, bien sûr. Les déviances d'un système de départ, c'est comme un système automatisé. Vous avez une fonction qui est envoyée un email et vous la détournez, vous en faites une cyberattaque. Et donc ce mécanisme est quand même une réalité, surtout que c'est le bras armé. Il y a essentiellement aujourd'hui soit d'hackers qui déploient pour des pays, soit des armées qui utilisent des bots pour déployer des fake news, par exemple.
plus de mal avec des fake news. La désinformation, la guerre hybride, et ces choses-là sont au cœur des discussions. Mais les acteurs malveillants seront toujours en recherche, que leur survie dépend de leur succès. Donc il y aura toujours de nouvelles menaces. Ce qu'on peut faire, c'est avoir un arsenal qui permette d'appréhender et de mettre les acteurs en responsabilité. Vous avez une autre question par là, je vois le temps qui avance. S'il y a d'autres questions, si on n'a pas le temps de répondre à tout, on enchaîne sur un déjeuner, donc on peut poursuivre, il n'y a pas de souci. Oui, merci beaucoup. Je suis Tony Dalmeda, je viens du Togo, consultant en sécurité, mais je pense que une partie où toute ma préoccupation a été abordée à travers le débat et les questions de mes prédécesseurs, parce que moi, je voulais proposer qu'on parle un peu de l'équilibre qu'il y a à avoir entre la réglementation, la responsabilité et puis l'innovation. Parce que trop de réglementation tue l'innovation, et quand on est trop large en matière de réglementation, on va vers les déviances. Donc c'est ce qui vient d'être abordé, c'était ma préoccupation. Merci. En parlant de déviance juridique, il y a un projet de loi qui a été introduit il y a 10 jours au Parlement français pour dire que tous les fruits de l'intelligence artificielle générative qui étaient créés au travers d'œuvres protégées par le droit d'auteur appartenaient de facto à l'auteur de l'œuvre originaire. Donc c'est-à-dire que j'utilise, je ne sais pas, de la musique de Jean-Michel Jarre pour générer une nouvelle musique. Ce qui sera généré par cette IA appartiendrait à Jean-Michel Jarre ou ses ayants droit. Ça me semble être complètement déconnant. Et c'est jeune comme réflexion, parce que le but de l'intelligence artificielle est peut-être de faire un mix entre David Bowie et Jean-Michel Jarre. À qui appartient l'œuvre? 50-50, en indivision. Mais ça montre aussi que nos politiques sont parfois hors sol, ou peut-être le fruit de lobby, j'en sais rien, on n'est pas là pour faire cette polémique-là. Mais en tout cas, je vous rejoins tout à fait. Réglementer pour le plaisir de réglementer ou pour une minorité et pas une pluralité d'individus dans la société, c'est problématique, ça peut être problématique. Oui, bonjour, mon nom c'est Leïla Fedjah, je suis professeure universitaire experte en cybersécurité et aussi CTO dans une entreprise canadienne. En fait, moi, je voulais juste rebondir par rapport juste aussi à l'innovation et à la vitesse. Le jour où ChatGPT est sorti, combien on a eu d'utilisateurs en une journée? Et la réglementation, je pense qu'elle prend beaucoup de temps. L'édition de lois, sortir des lois, juste pour qu'elle existe. Et après, il va falloir voir comment l'appliquer, qui va l'appliquer, comment on va faire, est-ce qu'on va labelliser, etc. Il y a aussi deux cadences. Protéger les données privées, c'est pas comme protéger la cadence ou la vitesse, n'est pas comme la vitesse de protection des données monétiques, etc. Je pense que c'est plus rapide ici quand il s'agit de l'argent et tout ça, mais quand il s'agit de données privées et tout ça, on prend ça à la légère. Alors, à mon avis, il faudra aussi qu'on prenne, comme vous avez déjà dit, il faut d'abord qu'on fédère les efforts avec beaucoup d'experts dans tous les domaines. Les technologues ont besoin de gens de loi et tout ça. Mais aussi, il faut sensibiliser l'utilisateur. Parce que c'est finalement lui qui va utiliser. Et si on n'élève pas sa conscience, si il n'a pas un niveau d'awareness, etc., il ne va pas nous aider. Et finalement, les lois existeront et les gens continueront à utiliser parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a des risques. Pour ce parti utilisateur, c'est vraiment ce qui est présenté dans la transparence. Oui, ça rejoint tout à fait cette idée de transparence. Et par ailleurs, vous soulevez un point qui est important, celui de la sensibilisation. Et au regard de l'IA Act, je pense que la sensibilisation et la formation au sein des structures sera extrêmement importante. Parce que c'est une des leçons qu'on a tirées aussi avec le RGPD, c'est que les projets de mise en conformité fonctionnent bien quand il y a une forte adhérence des équipes avec des sponsors forts. Et pour ça, en fait, il faut vraiment sensibiliser les gens, comme on l'a fait avec les données personnelles. C'est quoi des données? Pourquoi c'est important? Les impacts? Avec l'IA, il va falloir faire exactement la même chose. Max Schrems s'en chargera pour nous. Oui. Si vous cherchez une formation, vous êtes au bon endroit, je crois. Une dernière question peut-être, avant de passer au lunch? Alors, une petite question. On a parlé de IA Act, on a parlé de RGPD. Voyez-vous, en tant que juriste, avocat, la nécessité d'une version 2023 RGPD, spécifiquement pour l'IA? Non.
Non. On a le RGPD, il est en cours de révision, donc on aura une version processuelle et une partie aussi donc de protection, meilleure protection, parce que en 2016, l'RGPD nous a donné, a posé les règles de protection de vie privée. Et en 2024, c'est un peu spéculatif, mais on estime qu'en mai 2024, ou peut-être un peu plus tard, on aura les outils pour mettre en œuvre ces règles. Parce qu'on était un peu seul, c'est vrai. C'était un peu une expérimentation au début. On vous explique ce que vous devez faire, mais on ne vous explique pas comment. Donc là, on va venir pallier en fait, à ces difficultés et donner le bons outils, les bons moyens prochainement. Donc c'est en cours. On a déjà une proposition qui a été votée le 7 juillet 2023 de révision du RGPD. Et on aura le texte final très prochainement. Donc la valeur de la vie privée ne change pas, les principes ne changent pas, mais des spécifications sur comment le faire. Oui, tout à fait. Mais par contre, sur le point de savoir s'il faut intégrer en 2023 la notion d'intelligence artificielle au sein du RGPD, je ne pense pas que ce soit nécessaire parce que voilà, le RGPD, il est vraiment, il est neutre technologiquement, il ne fait pas de distinction. Et c'était vraiment une volonté d'ailleurs du régulateur à l'époque, quand le RGPD a été discuté et négocié et voté, c'est de ne pas justement viser spécifiquement technologie pour pouvoir anticiper justement tous les traitements de données à caractère personnel qu'il pourrait y avoir dans le futur. Donc l'IA n'est pas visée, mais pas plus que la blockchain par exemple dans le RGPD. Mais elle a quand même un article dedans sur tout ce qui est décision automatisée. Traitement automatisé, oui, tout à fait. Oui. Donc il y a une abstraction. L'intérêt d'une bonne loi se doit d'être générale et impersonnelle. Donc si on commence à rajouter des petits bouts pour viser des technologies, ça va être obsolète. Ça s'est passé avec le AI Act. Le premier draft, la première version date de 2021. Derrière, il y a ChatGPT qui est arrivé. Donc quand le Parlement a revu sa copie, ils ont voulu mettre des choses dedans sur l'intelligence artificielle générative. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques à cette IA-là par rapport à l'IA générale? J'en suis pas foncièrement convaincu. Et plus on se spécialise, plus on va faire des lois d'exception et plus ça va être obsolète rapidement. Oui, chose qui justifie le retard donc, de l'adoption de l'IA Act. Parce qu'en quelque part, on peut le justifier parce qu'on a une évolution asynchrone entre les technologies, donc, dont vous avez parlé tout à l'heure, et le programme législatif. Donc ça n'évolue pas avec la même vitesse. Donc on voit que la technologie évolue de plus en plus rapidement. L'absence de réglementation complémentaire n'empêchera pas d'avoir des guidances, des standards qui seront diffusés. Mais la reconnaissance faciale, par exemple, les autres technologies que vous avez citées font l'objet d'une étude d'impact, actuellement de plusieurs études d'impact dans chaque domaine, pour essayer d'avoir un texte final qui va prendre en compte en fait, ces enjeux. Si je puis me permettre, à mon sens, je pense que dans le futur, la part de la société rejettera l'IA. Je m'explique, vous avez déjà des gros hackers qui proposent en fait des t-shirts ou des sortes de symboles à poser sur la peau pour dérégler en fait l'intelligence artificielle via sa caméra, et on peut même l'attaquer en défragmentant en fait les zones de reconnaissance. Ça c'est quelque chose qu'on a fait nous au sein du groupe. On est capable de rendre inopérante l'IA sur les transports. Elle est incapable de reconnaître un passant, un bus, etc. Ce qui se passe à San Francisco avec les cônes qu'ils mettent sur les taxis électroniques. C'est la même chose. Encore une fois, c'est l'acceptabilité sociale qui va éventuellement poser problème, que ce soit par la population générale ou par un groupe d'acteurs malfaisants, mais exactement la même chose avec les casseurs dans des manifestations. On n'annulera jamais le risque. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de le minimiser, mettre les acteurs en responsabilité et quand il y a des dérapages, taper. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça, depuis Hammurabi. Hein. Et sur cette notion à table. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Merci à mes panélistes. Merci.